Les Misérables, livre 5, chapitre 5, qui s'intitule Vague éclair à l'horizon. Peu à peu, et avec le temps, toutes les oppositions étaient tombées. Il y avait eu d'abord contre M. Madeleine, sorte de loi qui subissent toujours ceux qui s'élèvent, des noirceurs et des calomnies. Puis, ce ne fut plus que des méchancetés. Puis, ce ne fut que des malices. Puis, cela s'évanouit tout à fait. Le respect devient complet, unanime, cordial, et il arriva un moment, vers 1821, où ce mot « Monsieur le maire » fut prononcé à Montreuil-sur-Mer, presque du même accent que ce mot « Monseigneur l'évêque » était prononcé à Digne en 1815. On venait de 10 lieues à la ronde consulter Monsieur Madeleine. Il terminait les différends, il empêchait les procès, il réconciliait les ennemis. Chacun le prenait pour juge de son bon droit. Il semblait qu'il eût pour âme le livre de la loi naturelle. Ce fut comme une contagion de vénération qui, en 6 ou 7 ans, et de proche en proche, gagna tout le pays. Un seul homme dans la ville et dans l'arrondissement se déroba absolument à cette contagion, et quoi que fît le père Madeleine, y demeura rebelle, comme si une sorte d'instinct incorruptible et imperturbable l'éveillait et l'inquiétait. Il semblerait en effet qu'il existe dans certains hommes un véritable instinct bestial, pur et intègre comme tout instinct, qui crée les antipathies et les sympathies, qui sépare fatalement une nature d'une autre nature, qui n'hésite pas, qui ne se trouble, ne se tait et ne se dément jamais, clair dans son obscurité, infaillible, impérieux, réfractaire à tous les conseils de l'intelligence et à tous les dissolvants de la raison, et qui, de quelque façon que les destinées soient faites, avertit secrètement l'homme-chien de la présence de l'homme-chat, et l'homme renard de la présence de l'homme lion. Souvent, quand M. Madeleine passait dans une rue calme et affectueuse, entouré des bénédictions de tous, il arrivait qu'un homme de haute taille, vêtu d'une redingote gris de fer, armé d'une grosse canne et coiffé d'un chapeau rabattu, se retournait brusquement derrière lui, et le suivait des yeux jusqu'à ce qu'il eût disparu, croisant les bras, secouant lentement la tête et haussant sa lèvre supérieure avec sa lèvre inférieure jusqu'à son nez, sorte de grimace significative qui pourrait se traduire par « Mais qu'est-ce que c'est que cet homme-là » Pour sûr, je l'ai vu quelque part. En tout cas, je ne suis toujours pas sa dupe. Ce personnage grave d'une gravité presque menaçante était de ceux qui, même rapidement entrevus, préoccupent l'observateur. Il se nommait Jarvet, et il était de la police. Il remplissait à Montreuil-sur-Mer les fonctions pénibles mais utiles d'inspecteur. Il n'avait pas vu les commencements de Madeleine. Jarvet devait le poste qu'il occupait à la protection de M. Chabouillet, le secrétaire du ministre d'État, comte anglais, alors préfet de police à Paris. Quand Jarvet était arrivé à Montreuil-sur-Mer, la fortune du grand manufacturier était déjà faite et le père Madeleine était devenu Monsieur Madeleine. Certains officiers de police ont une physionomie à part et qui se complique d'un air de bassesse mêlé à un air d'autorité. Jarvet avait cette physionomie, moins la bassesse. Dans notre conviction, si les âmes étaient visibles aux yeux, on verrait distinctement cette chose étrange que chacun des individus de l'espèce humaine correspond à quelques-unes des espèces de la création animale, et l'on pourrait reconnaître aisément cette vérité à peine entrevue par le penseur que, depuis l'huître jusqu'à l'aigle, depuis le porc jusqu'au tigre, tous les animaux sont dans l'homme et que chacun d'eux est dans un homme, quelquefois même plusieurs d'entre eux à la fois. Les animaux ne sont autre chose que les figures de nos vertus et de nos vices, errantes devant nos yeux, les fantômes visibles de nos âmes. Dieu nous les montre pour nous faire réfléchir seulement, comme les animaux ne sont que des ombres, Dieu ne les a point fait éducables, dans le sens complet du mot. À quoi bon ? Au contraire, nos âmes étant des réalités et ayant une fin qui leur est propre, Dieu leur a donné l'intelligence, c'est-à-dire l'éducation possible. L'éducation sociale bien faite peut toujours tirer d'une âme, quelle qu'elle soit, l'utilité qu'elle contient. Ceci soit dit, bien entendu, au point de vue restreint de la vie terrestre apparente, et sans préjuger la question profonde de la personnalité antérieure et ultérieure des êtres qui ne sont pas l'homme, le moins visible n'autorise en aucune façon le penseur à nier le moi latent. Cette réserve faite, passons. Maintenant, si l'on admet un moment avec nous que dans tout homme il y a une des espèces animales de la création, il nous sera facile de dire ce que c'était que l'officier de paix Jarvet. Les paysans asturiens sont convaincus que dans toute portée de louve, il y a un chien, lequel est tué par la mère, sans quoi en grandissant il dévorerait les autres petits. Donner une face humaine à ce chien,
fils d'une louve, et ce sera Jarvet. Jarvet était né dans une prison d'une tireuse de cartes dont le mari était en galère. En grandissant, il pensa qu'il était en dehors de la société et désespéra d'y rentrer jamais. Il remarqua que la société maintient irrémissiblement en dehors d'elle deux classes d'hommes, ceux qui l'attaquent et ceux qui la gardent. Il n'avait le choix qu'entre ces deux classes. En même temps, il se sentait je ne sais quel fond de rigidité, de régularité, de probité, compliqué d'une inexplicable haine pour cette race de bohèmes dont il était. Il entra dans la police. Il y réussit à 40 ans. Il était inspecteur. Il avait dans sa jeunesse été employé dans les chiourmes du Midi. Avant d'aller plus loin, entendons-nous sur ces mots « face humaine » que nous appliquons tout à l'heure à Jarvet. La face humaine de Jarvet consistait en un nez camard, avec deux profondes narines vers lesquelles montaient sur ses deux joues d'énormes favoris. On se sentait mal à l'aise la première fois qu'on voyait ces deux forêts et ces deux cavernes. Quand Jarvet riait, ce qui était rare et terrible, ses lèvres minces s'écartaient et laissaient voir non seulement ses dents, mais ses gencives, et il se faisait autour de son nez un plissement épaté et sauvage comme un mufle de bête fauve. Jarvet, sérieux, était un dogue. Lorsqu'il riait, c'était un tigre. Du reste, peu de crâne, beaucoup de mâchoires, les cheveux cachant le front et tombant sur les sourcils, entre les deux yeux un froncement central permanent, comme une étoile de colère, le regard obscur, la bouche pincée et redoutable, l'air du commandement féroce. Cet homme était composé de deux sentiments très simples et relativement très bons, mais qu'il faisait presque mauvais à force de les exagérer. Le respect de l'autorité, la haine de la rébellion, et à ses yeux, le vol, le meurtre, tous les crimes n'étaient que des formes de rébellion. Il enveloppait dans une sorte de foi aveugle et profonde tout ce qui a une fonction dans l'État, depuis le Premier ministre jusqu'au garde champêtre. Il couvrait de mépris, d'aversion et de dégoût tout ce qui avait franchi une fois le seuil légal du mal. Il était absolu et n'admettait pas d'exception. D'une part, il disait « le fonctionnaire ne peut se tromper, le magistrat n'a jamais tort ». D'autre part, il disait « ceux-ci sont irrémédiablement perdus, rien de bon ne peut en sortir ». Il partageait pleinement l'opinion de ces esprits extrêmes qui attribuent à la foi humaine je ne sais quel pouvoir de faire ou, si l'on veut, de constater des damnés, et qui mettent un Styx au bas de la société. Il était stoïque, sérieux, austère, rêveur triste, humble et hautain comme les fanatiques. Son regard était une vrille. Cela était froid et cela perçait. Toute sa vie tenait dans ces deux mots, veiller et surveiller. Il avait introduit la ligne droite dans ce qu'il y a de plus tortueux au monde. Il avait la conscience de son utilité, la religion de ses fonctions, et il était espion comme on est prêtre. Malheur à qui tombait sous sa main. Il eût arrêté son père s'évadant du bagne et dénoncé sa mère en rupture de ban. Et il eût fait avec cette sorte de satisfaction intérieure que donne la vertu, avec cela une vie de privation, l'isolement, l'abnégation, la chasteté, jamais une distraction. C'était le devoir implacable, la police comprise comme les Spartiates comprenaient Sparte. Un guet impitoyable, une honnêteté farouche, un mouchard marmourant, Brutus dans Vidocq. Toute la personne de Jarvet exprimait l'homme qui épie et qui se dérobe, l'école mystique de Joseph de Maistre, laquelle à cette époque assaisonnée de haute cosmogonie, ce qu'on appelait les journaux ultras, n'eût pas manqué de dire que Jarvet était un symbole. On ne voyait pas son front qui disparaissait sous son chapeau, on ne voyait pas ses yeux qui se perdaient sous ses sourcils, on ne voyait pas son menton qui plongeait dans sa cravate, on ne voyait pas ses mains qui rentraient dans ses manches, on ne voyait pas sa canne qu'il portait sous sa redingote, mais l'occasion venue, on voyait tout d'un coup sortir de toute cette ombre, comme une embuscade, un front anguleux et étroit, un regard funeste, un menton menaçant, des mains énormes et un gourdin monstrueux. À ces moments de loisir qui étaient peu fréquents, tout en haïssant les livres, il lisait ce qui fait qu'il n'était pas complètement illettré. Cela se reconnaissait à quelques emphases dans la parole. Il n'avait aucun vice, mais nous l'avons dit, quand il était content de lui, il s'accordait une prise de tabac. Il tenait à l'humanité par là. On comprendra sans peine que Jarvet était l'effroi de toute cette classe, que la statistique annuelle du ministère de la Justice désigne sur le rubrique « Gens sans aveu ». Le nom de Jarvet prononcé mettait en déroute. La face de Jarvet apparaissant les pétrifiait. Tel était cet homme formidable. Jarvet était comme un œil toujours fixé sur M. Madeleine, œil plein de soupçons et de conjonctures.
Monsieur Madeleine avait fini par s'en apercevoir, mais il sembla que cela fût insignifiant pour lui. Il ne fit pas même une question à Jarvet, il ne le cherchait ni ne l'évitait, et il portait sans paraître y faire attention ce regard gênant et presque pesant. Il traitait Jarvet comme tout le monde, avec aisance et bonté. À quelques paroles échappées à Jarvet, on devinait qu'il avait recherché secrètement, avec cette curiosité qui tient à la race et où il entre, autant d'instinct que de volonté, toutes les traces antérieures que le père Madeleine avait pu laisser ailleurs. Il paraissait savoir, et il disait parfois à mots couverts que quelqu'un avait pris certaines informations dans un certain pays sur une certaine famille disparue. Une fois, il lui arriva de dire, se parlant à lui-même, « Je crois que je le tiens. » Puis il resta 3 jours pensif sans prononcer une parole. Il paraît que le fil qu'il croyait tenir s'était rompu. Du reste, et ceci est le correctif nécessaire, à ce que le sens de certains mots pourrait présenter de trop absolu, il ne peut y avoir rien de vraiment infaillible dans une créature humaine, et le propre de l'instinct est précisément de pouvoir être troublé, dépisté et dérouté, sans quoi il serait supérieur à l'intelligence, et la bête se trouverait avoir une meilleure lumière que l'homme. Jarvet était évidemment quelque peu déconcerté par le complet naturel et la tranquillité de monsieur Madeleine. Un jour pourtant, son étrange manière d'être parut faire impression sur monsieur Madeleine. Voici à quelle occasion. Fin du chapitre 5.